mes chères consoeurs et chers confrères. On se retrouve pour le symposium Boehringer, au cours duquel le professeur Amro, qu'on ne présente plus, nous fera part de l'expérience du service de pneumologie du CHU de Marrakech en discussion multidisciplinaire concernant les PID. Professeur Amro, à vous la parole. Merci Madame la Présidente. C'est un réel plaisir de partager avec vous au cours de cette session notre expérience de DMD à Marrakech portant sur la prise en charge des pneumopathies interstitielles diffuses. Je n'ai pas de conflit d'intérêt dans cette présentation. Je rappelle que les pneumopathies interstitielles diffuses est un groupe très hétérogène de pathologies, incluant plus de 200 étiologies avec des présentations cliniques épidémiologiques de sévérité aussi variable et de pronostic très variable. Je rappelle la classification des pneumopathies interstitielles diffuses. Donc on voit les 5 grandes familles. Il y a la sarcoïdose, il y a les pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques représentées essentiellement par la fibrose pulmonaire idiopathique et la PINS. Il y a les pneumopathies interstitielles associées aux maladies auto-immunes et il y a les pneumopathies interstitielles diffuses dans le contexte d'exposition environnementale dans la PHS. Et puis il y a un groupe particulier où les lésions kystiques prédominent, telles que l'histiocytose X et la LAM. Alors, comme vous voyez sur ces slides, donc, il y a un nombre assez intéressant de ces étiologies qui peuvent se compliquer ou qui peuvent progresser vers la fibrose. De point de vue prévalence, il existe une très grande variabilité des étiologies des pneumopathies interstitielles diffuses. Comme on voit ici, il y a la fréquence plus importante de la sarcoïdose en Turquie, par exemple, et en Inde, alors que la fibrose pulmonaire idiopathique sont beaucoup plus fréquentes en Australie et aux États-Unis. Sur le registre européen, les étiologies les plus fréquentes, c'est la pneumopathie d'hypersensibilité, la PINS, les PID associés aux connectivites, ainsi que la sarcoïdose et la fibrose pulmonaire idiopathique. Sur le résultat de cette étude multicentrique faite en France, au niveau de la région parisienne, avec l'analyse de 848 cas de patients en DMD, on retrouve que l'étiologie la plus fréquente, c'est la sarcoïdose, dans 42% des cas, et en termes de pneumopathie interstitielle idiopathique, on retrouve la fibrose pulmonaire idiopathique la plus fréquente, alors que les PID associés aux connectivites sont effectivement représentés dans plus de 50% des cas. Dans notre service, sur 165 cas discutés au cours de la dernière année, on retrouve aussi une fréquence plus importante de la sarcoïdose, les PID associés aux connectivites et la fréquence de la fibrose pulmonaire idiopathique a été enregistrée dans 30% des cas. Alors pourquoi une DMD dans la prise en charge des pneumopathies interstitielles diffuses? C'est pour plusieurs raisons, pour assurer une prise en charge la plus adaptée et la plus individualisée pour chaque patient en utilisant des critères de qualité évaluables, améliorer la qualité du diagnostic, faciliter le circuit des soins pour les patients et bien sûr assurer un suivi rationnel pour évaluer le pronostic à moyen et à long terme. Et comme tout à l'heure, dans la session précédente, la discussion multidisciplinaire n'est pas quelque chose de nouveau en pneumologie. On discute déjà des cas de cancérologie en RCP. Eh bien, pour les pneumopathies interstitielles diffuses, il existe des DMD, on valide dans cet ensemble d'objectifs aussi. Alors, si on veut prendre l'exemple de la fibrose pulmonaire idiopathique, on voit bien que dans les recommandations internationales et sur les derniers guidelines de l'ATS-ERS, de la Société de l'Amérique latine et japonaise, on retrouve que la DMD est quelque chose de très important dans l'approche diagnostique de la fibrose pulmonaire idiopathique. Et là, ce qui a changé, c'est que l'UP, certaines ou probables, requièrent le même traitement, la même prise en charge. Et c'est au niveau de la DMD, on va discuter un certain nombre d'explorations, bien sûr, pour asseoir le diagnostic final, que ce soit discuter la place du lavage bronchiol-alvéolaire ou la biopsie pulmonaire. Et ceci rejoint également les recommandations françaises qui retiennent l'importance de discuter le diagnostic au sein de DMD. Alors pour notre expérience, il y a eu la première réunion pour valider un peu la méthodologie de travail en décembre 2021. Et puis la première réunion officielle s'est tenue le mois de janvier. Les intervenants étaient
assez nombreux. Donc ça incluait les pneumologues des différents secteurs, CHU, public, privé, les radiologues, les internistes, les chirurgiens thoraciques et les anatomopathologistes. Donc on s'est mis d'accord, comme je vous ai dit, sur une méthodologie de travail. Donc il y avait une sorte de checklist qui était validée initialement pour que tous les patients qui devraient être présentés au niveau de la DMD puissent avoir un dossier, une prise en charge la plus exhaustive et la plus calquée sur l'ensemble des patients. Et puis à la fin de la DMD, il y a effectivement un compte rendu qui est établi et qui est d'ailleurs exigé par l'ANAM pour le remboursement des patients. Alors cette réunion, elle se fait de façon mensuelle avec la présentation des cas cliniques des patients présentant une pneumopathie interstitielle diffuse et des mises au point. Et là, je salue l'excellent travail d'organisation de Dr Mohamedi ainsi que tous mes collègues pneumologues qui participent à ces réunions, ainsi que nos collègues internistes qui animent avec brio nos réunions et les différentes mises au point. Donc je vous ai illustré ici quelques exemples. Alors, 51 patients ou 51 dossiers de patients ont été discutés au cours de cette DMD. On retrouve une moyenne d'âge de 58 ans. Majoritairement, des patients viennent du secteur public. On note une large prédominance féminine. Et puis, la majorité des patients, ils ont du RAMED. Et bien sûr, si on demande de faire la présentation l'année prochaine, donc ça aussi, ça va changer suivant les directives royales. Alors, l'expérience, toujours, on retrouve des antécédents d'exposition environnementale, des habitudes toxiques, plus de 13 patients, et que les antécédents pulmonaires, ils sont représentés par les antécédents de tuberculose, et puis le diabète et l'HTA étaient les antécédents extrapulmonaires les plus fréquemment retrouvés. Le délai moyen de diagnostic était de 35 mois, et donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour améliorer le diagnostic précoce de nos patients. Les signes fonctionnels étaient représentés par la dyspnée et la toux, et les râles crépitants étaient retrouvés dans 83% des cas. De point de vue imagerie, eh bien, la sémiologie radiologique, là aussi, était très variable. Très souvent, les lésions étaient associées. Et donc, on peut retrouver, comme ici, des micronodules avec une atteinte péribroncovasculaire. C'est le cas d'une patiente qui avait une sarcoïdose. Ici, nous avons l'aspect de PHS fibrosante avec les 3 densités, les lésions de piégeage en cliché expiratoire. Ici, c'est une patiente qui avait une COP avec une bonne évolution sous traitement à 6 mois, là, le scanner de contrôle, et le pattern également de pics certaines. 66% des cas, des patients, ils ont bénéficié d'une bronchoscopie, et quand lavage est réalisé, on a trouvé une prédominance lymphocytaire. Alors, qu'en est-il de la biopsie pulmonaire? La biopsie pulmonaire était indiquée selon les recommandations chaque fois que le pattern de pic certaine au pic probable n'a pas été retenu. Et selon les recommandations internationales, eh bien, la biopsie par la cryobiopsie est actuellement retenue comme étant une alternative acceptable quand on a un pattern de pic indéterminé sur le scanner. Le diagnostic final retenu, donc on retrouve toujours la sarcoïdose, donc qui est plus fréquente, l'association pneumopathie interstitielle aux maladies de système. Dans notre région, nous retrouvons aussi la PHS, qui est aussi assez fréquente, alors que la fréquence de la fibrose pulmonaire idiopathique représente 14%. Majoritairement, des patients, ils ont reçu de la corticothérapie, et nous avons notre prochaine réunion qui est prévue la fin de ce mois, le 30 novembre. Alors, pour se référer à ce qui se passe au niveau de la littérature sur ce travail-là, qui essaye d'évaluer un peu l'impact de la discussion multidisciplinaire sur un effectif de 209 patients internes et 91 patients externes. Donc on voit que ça a permis d'améliorer le diagnostic dans 36% des cas en interne et 48% en externe. Si bien que le diagnostic fiable des PID a été retrouvé, validé chez 44% des patients. Et puis ici, l'intérêt de la discussion multidisciplinaire dans ce travail, portant sur 90 patients, eh bien, on voit qu'avant la DMD, on avait des diagnostics des formes inclassables qui est assez important, alors qu'après la DMD, vous voyez qu'on retient un diagnostic spécifique dans 88% des cas et on change le diagnostic dans 64% des cas. Et vous voyez que le nombre de patients qui étaient classés initialement avant la DMD en inclassable est chuté à 5 patients sur l'ensemble de l'effectif, pour dire encore une fois l'importance de la discussion multidisciplinaire.
C'est à ce niveau-là, on va discuter les paramètres cliniques, fonctionnels, scanographiques, les données de la biologie, le lavage, la discussion d'une éventuelle biopsie pour certains patients. Et ça permettrait effectivement de retenir un diagnostic certain ou de considérer d'autres diagnostics alternatifs, et puis de juger sur l'évolution selon les paramètres, encore une fois, cliniques, fonctionnels et de l'imagerie. Et donc, je reviens sur cette slide pour insister sur l'intérêt également de suivi des patients, puisque c'est à ce niveau-là, on va parler de cette notion de progression, et cette progression qui est très importante dans la gestion des patients atteints de pneumopathie interstitielle diffuse. Et donc, si on prend l'exemple ici des pneumopathies interstitielles diffuses associées aux connectivites, pour essayer de comprendre de point de vue physiopathologique, donc très facilement et très simplement, on peut identifier deux phases. Il y a la phase initiale où nous avons les mécanismes de fibrose qui sont dits disease spécifiques et qui requièrent un traitement immunosuppression. Et puis vous avez la phase secondaire où la fibrose est auto-entretenue et qui requiert un traitement antifibrosant. Et les deux traitements qui sont disponibles, c'est la perfinidanol et le nintedanib. Et je rappelle qu'au Maroc, nous n'avons que le nintedanib qui a l'AMM dans la prise en charge de la fibrose pulmonaire idiopathique. Et on verra également sur l'importance également de prescrire aussi ce produit dans les formes progressives. Qu'en est-il des recommandations concernant le profil des pneumopathies interstitielles diffuses avec un profil progressif? Là encore, les discussions se font en DMD pour pouvoir retenir un diagnostic, démarrer un traitement et puis évaluer l'évolution, soit que la lésion ou la maladie va être stabilisée, soit qu'elle va progresser, et c'est là où il faudra considérer encore une fois le traitement, d'ajouter un traitement antifibrosant. Alors comment peut-on définir la progression de la fibrose au cours des pneumopathies interstitielles diffuses en pratique clinique? Donc il y avait sur l'ancienne définition de 2020, en fonction des paramètres fonctionnels cliniques, mais je vais insister plutôt sur les recommandations actuelles, où on retient le profil progressif quand on est défini par la présence au moins de 2 des 3 critères au cours de la dernière année, c'est-à-dire ces critères requièrent les 3 domaines. Il y a de la clinique, c'est-à-dire soit que la personne va progresser sur le plan symptomatologique clinique, soit que nous avons une progression sur les explorations fonctionnelles avec un déclin de la capacité vitale forcée de plus de 5%, ou un déclin de la DLCO de plus de 10%. Et vous voyez que sur le temps, c'est une évaluation qui est faite à 1 an, alors que les anciennes recommandations, c'était sur 24 mois. Soit il progresse sur les lésions d'imagerie, c'est-à-dire qu'il y a une extension des lésions de bronchectasie, l'apparition de nouvelles zones de verre dépoli, apparition de nouvelles réticulations, la progression des lésions de rayons de miel, ou bien la réduction du volume pulmonaire qui devient plus importante. Alors, je partage avec vous cette cohorte, c'est la Progress Study. Alors, vous voyez que c'est une étude qui a porté sur 165 patients. Vous voyez que le profil de ces patients, c'est beaucoup plus une prédominance féminine et qu'on retenait ici l'ancienne définition qui est établie sur 24 mois. Et on voit bien que les étiologies retrouvées, c'est surtout la pneumopathie d'hypersensibilité, la PINS, les pneumopathies interstitielles diffuses dites inclassables et puis les PID associés aux connectivités. Alors, je voulais juste préciser ici que les facteurs qui étaient associés à la mortalité, vous voyez que les patients, en fait, ils progressent, et ceci est d'autant plus vrai quand on a une capacité vitale à l'inclusion qui est basse, ou quand il y a un déclin de plus de 10% sur la capacité vitale. Les étiologies sont aussi un facteur de risque de mortalité. On voit que le pronostic des pneumopathies interstitielles inclassables ou idiopathiques qui sont de mauvais pronostics, par exemple au PID associé à l'auto-immunité, et l'âge supérieur à 50 ans, c'est aussi un critère de risque de mortalité. Donc finalement, ce sont de profils des patients qui vont progresser, où on estime que pratiquement un tiers des patients peuvent progresser dans le temps, et c'est le résultat de cette enquête en ligne qui était faite auprès de 486 médecins qui géraient cette pathologie. Et vous voyez que cette progression, on la voit, elle est variable entre 18 et 32% des patients diagnostiqués, elles pouvaient développer une fibrose progressive. Et cette progression, elle est variable, encore une fois, en fonction des étiologies, d'où l'intérêt de surveiller ce genre de patients de façon beaucoup plus précise et d'identifier des paramètres de surveillance précis.
Alors, quels sont les risques ou quels sont les facteurs de risque de progression? On peut identifier, il y a des facteurs qui sont dits généralisables, il y a des facteurs qui sont spécifiques à la maladie en elle-même. Les facteurs généralisables, c'est quand on a un pattern d'UEP, c'est-à-dire quand on a un nombre de microkystes qui est important, l'étendue des lésions de bronchectasie sur le scanner, la progression rapide de la maladie respiratoire, l'absence de régression ou de stabilisation sous traitement, la présence de télomères courts ou l'âge avancé, et puis il y a des facteurs qui sont spécifiques à la maladie. Donc si on prend le cas de la sclérodermie systémique, c'est l'âge, c'est l'origine afro-américaine, c'est un diagnostic récent de la maladie, la présence d'un reflux gastro-œsophagien, l'étendue de la fibrose. Pour l'APR, c'est le tabagisme, l'étendue de la fibrose, et pour la PHS, il y a aussi l'âge et l'absence d'identification d'allergènes. Alors sur cette slide, je voulais juste dire qu'il y a bien évidemment des biomarqueurs qui peuvent être utilisés à la fois pour le diagnostic que pour le pronostic, et qui peuvent être utilisés aussi bien dans la fibrose pulmonaire idiopathique que pour les maladies, les pneumopathies interstitielles diffuses associées aux conjonctivites. Et vous avez certains biomarqueurs qui témoignent de la dysfonction épithéliale et du remodelage de la matrice extracellulaire, et aussi bien pour la fibrose pulmonaire que pour les pneumopathies interstitielles diffuses, avec un phénotype progressif, mais ces dosages-là ne sont pas de pratique courante. Alors c'est un travail qui a été porté sur des profils des patients, en essayant de clusteriser les différents profils de patients ou de phénotypes et pouvoir identifier quels auraient été les facteurs de risque. Alors c'est une étude faite sur un effectif. Là, vous voyez le nombre de patients qui sont atteints de fibrose pulmonaire idiopathique, 86 patients, contre 201 patients présentant une pneumopathie interstitielle diffuse avec un profil progressif. Donc, on voit qu'il y a quand même moins de personnes qui sont de sexe masculin, avec une différence aussi sur la fonction respiratoire, mais qui n'est pas très importante. Alors, ce travail a permis d'identifier ces 4 groupes. Il y a le premier groupe, il incluait des hommes, donc des patients de sexe masculin, chinois, avec l'IMC élevé, avec de la comorbidité, une CVF plus élevée. Le groupe 2, c'est des jeunes femmes non fumeuses avec un faible fardeau de comorbidité, l'aspect en verre dépoli sur le scanner, les présences d'anticorps antinucléaires supérieurs à 160, une CVF de base inférieure. Le groupe 3, c'est groupe incluant des enfumeurs avec peu de comorbidité, présence de l'emphysème sur le scanner et une fonction pulmonaire de base élevée. Puis le groupe 4, c'est des personnes d'origine indienne avec un IMC élevé, une fonction pulmonaire de base faible, une forte proportion de cardiopathie ischémique et de la tuberculose pulmonaire antérieure. Donc on voit bien que finalement le cluster 4, il avait un taux de mortalité plus important. Et alors que le cluster 2 et 3, ils avaient une meilleure survie, et ceci est toujours valable quand on faisait des ajustements par rapport aux traitements immunosuppresseurs et antifibrotiques. Donc on peut dire que le groupe 1 et 4 présentaient un risque élevé de mortalité. C'est justement les patients qui sont de sexe masculin, avec présence de comorbidité, des antécédents respiratoires et une fonction respiratoire basse. Alors, qu'en est-il ici des facteurs prédictifs du déclin quand on parle des pneumopathies interstitielles diffuses avec un profil de fibrose progressive? Et là, vous voyez, donc, on a un nombre de patients de 107 patients, et on identifie 2 groupes. Il y a des personnes qui étaient identifiées avec l'entité LIPAF, c'est 44 patients contre 63% des patients atteints de pneumopathie interstitielle diffuse associés aux conjonctivites. On voit que les personnes ici sont plus jeunes que ceux atteints d'IPAF, et puis ce qui se dégage comme résultat significatif. Donc on voit bien que l'altération de la capacité vitale forcée était plus importante dans le groupe des IPAF par rapport à ceux atteints de pneumopathie interstitielle diffuse associés aux conjonctivites. Le profil progressif était, là encore, plus souvent retrouvé chez des patients atteints d'IPAF. Par contre, le déclin de la fonction respiratoire était moins importante dans le groupe des patients atteints de l'IPAF. Ceci pourrait être expliqué parce que ce groupe de patients on prescrivait plus l'antifibrosant dans ce groupe de patients.
Alors, les facteurs qui influençaient beaucoup plus la progression, c'est l'association à une comorbidité maligne dans le groupe des patients traités, la présence d'anticorps anti-SSA et l'augmentation du pouls au test de marche de 6 minutes. Cet autre travail, qui parle toujours des facteurs prédictifs de mortalité au cours des pneumopathie interstitielle diffuse associés à un phénotype de fibrose progressive. Et là, on voit que 51 patients présentaient une PID associée au connectivite, 45 c'était des formes inclassables. Et vous voyez que le pronostic était mauvais dans les pneumopathies interstitielles diffuses qui progressent par rapport à ceux qui ne progressent pas. Et les facteurs de risque de mortalité, c'est l'hypertension pulmonaire et la progression d'apaterne d'UUP sur le scanner. Alors, si actuellement le traitement antifibrosant, c'est la pierre angulaire du traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est suite aux différents essais, que ce soit ceux qui ont testé la perfenidone dans l'étude Capacity Ascend ou le nintedanib dans les études Impulsis 1 et l'Impulsis 1. Qu'en est-il des pneumopathies interstitielles diffuses progressives? Donc là, je vais partager avec vous le résultat de l'essai IMBULD, de l'essai avec la perfenidone et de l'étude SYNCES. L'étude IMBULD, c'est un essai randomisé double aveugle où les patients étaient suivis sur 52 semaines. Il y avait un bras qui recevait le 150 mg 2 fois par jour contre placebo. Les critères d'inclusion, c'est des personnes qui étaient âgées de plus de 18 ans. Et quand on a une PID avec un profil progressif en dehors de la fibrose pulmonaire idiopathique, avec une fonction respiratoire, on a une capacité vitale plus de 45 et une DLCO plus de 30. Dans cet essai, c'était les mêmes, la définition de la progression a été retenue sur les critères de 2020, donc où l'évaluation a été faite à 24 mois, et nous avons des profils des patients de progression différentes qu'on va voir. Et les critères d'exclusion, c'était bien sûr la fibrose pulmonaire idiopathique, quand il y avait une perturbation importante du bilan hépatique, quand on a un risque hémorragique important avec des doses élevées de traitements anticoagulants, et les patients avec une hypertension pulmonaire importante. Donc le résultat sur la population générale, donc il y avait 332 patients qui recevaient le nintedanib, la moyenne d'âge était de 65 ans. Et pour le profil des patients avec un pattern UP-like, c'est des personnes qui sont généralement, si on la compare aux patients de la population générale, eh bien, ce sont des personnes qui sont plus âgées. La fonction respiratoire, il n'y avait pas de différence significative entre les groupes. Et le profil de progression, soit ils ont progressé sur l'altération de la capacité vitale forcée, soit un déclin entre 5 et 10% avec l'aggravation des symptômes cliniques ou l'extension de lésions de fibrose, et 18% des patients progressaient sur le plan clinique et l'extension des lésions de fibrose sur le scanner. De point de vue étiologie, il n'y avait pas de différence entre la population générale et le profil des patients avec UP-like. On retrouve surtout la pneumopathie d'hypersensibilité et plutôt les pneumopathies interstitielles diffuses étaient plutôt un peu plus fréquentes dans ce groupe de patients que par rapport à la population générale. En termes de facteurs de risque, en fait, le critère de jugement principal, on voit bien que pour le pool de patients qui recevaient le nintedanib, il y avait une différence significative par rapport au placebo, donc une différence de 167 ml par an, soit une réduction relative de 57%. Et quand on voit un peu ce qui se passe par rapport à l'ensemble de la population, que ce soit les patients avec un pattern UUP-like, il y a toujours cette amélioration au profit des patients traités. Ceci est valable également pour les autres types de fibrose, avec une réduction relative de 49%. Pour les patients traités par le nintedanib, le risque de survenue d'exacerbation, de mortalité était moins important que par rapport aux patients non traités. Les effets secondaires étaient pareils par rapport aux études Princeps, donc c'est surtout les effets secondaires d'ordre digestif, et qui n'entraînaient pas forcément l'arrêt du traitement. À un certain moment, on peut réduire la posologie du traitement, mais rarement il y avait effectivement l'arrêt définitif du traitement. Qu'en est-il de l'étude SYNCES qui était portée sur des patients atteints de pneumopathie de sclérodermie? Je voulais juste rappeler que l'atteinte pulmonaire interstitielle associée à la sclérodermie est variable, elle est entre 18 et 52%. L'atteinte apparaît de façon très précoce et c'est pour ça qu'il faudrait la rechercher aussi bien sur le plan fonctionnel et en imagerie.
Et je rappelle que l'atteinte pulmonaire est la cause aussi la plus fréquente de décès liés à la sclérodermie systémique. Cette évaluation se fait dans un premier temps sur le scanner pour étudier l'étendue de la fibrose. Donc, soit qu'on a l'atteinte est considérée moins de 10% et on est dans une forme localisée de la maladie, soit qu'il est plus de 30% et on est sur une forme diffuse. Et puis vous avez entre 10 et 30% les formes borderline, donc il faut vérifier la fonction respiratoire, la capacité vitale forcée. S'il est plus de 70%, on est dans une forme limitée, et si c'est moins de 70%, c'est une forme plutôt diffuse, et vous comprenez très bien l'impact en termes de pronostic qui est meilleur dans les formes limitées par rapport à l'atteinte diffuse. Alors je reviens à l'étude SYNCES qui était effectivement faite avec comme critère d'inclusion des sujets plus de 18 ans. Une extension de la fibrose de plus de 10% qui est évaluée sur les 12 derniers mois avec une capacité vitale. Vous voyez que déjà ici, par rapport à l'essai IMBUD, on a la limite de la capacité vitale est un peu moindre. Donc, et la DLCO, il est en 30 et 89%. Sur le plan caractéristique de la population générale, eh bien, c'est des patients qui sont plus jeunes, une nette prédominance féminine. Et 53% présentaient une atteinte diffuse, 46% une atteinte localisée, et 48% recevaient du MFF, et 60% des patients ils avaient la présence d'anticorps anti-topoisomérase. Et en termes de résultats, vous voyez que les patients qui recevaient du nintédanib, il y avait une différence de 50 ml par an, donc soit une réduction relative de 44% par rapport au placebo. Et quand on fait une étude des sous-groupes, c'est-à-dire en évaluant ce résultat, est-ce qu'il est retrouvé en fonction des différentes variables qui sont la présence ou pas d'anticorps anti-topoisomérase, le genre, l'âge, la race et le caractère diffus ou localisé de la maladie et le fait que le patient ait reçu ou pas du MMF, et tout ceci est en faveur effectivement de nintédanib. Par contre, il n'y avait pas d'effet sur l'atteinte cutanée. Ici, on utilisait le RSS score, donc il n'y avait pas de différence par rapport au placebo, et pas de différence aussi sur la qualité de vie à 52 semaines du traitement. Et enfin, je vous rappelle ici un autre essai, cette fois-ci sur la perfenidone, pour des patients qui présentaient une pneumopathie interstitielle avec une fibrose progressive, et c'était des formes inclassables des PID. On avait un groupe ici de 253 patients, 127 recevaient la perfenidone, à la dose de 2403 mg par jour pendant 24 semaines, une capacité vitale qui est plus de 45%, une DLCO plus de 30%, et l'évolution ou la progression a été jugée sur le scanner, plus de 10% et plus de 5% de chute de la capacité vitale à 6 mois. Eh bien, on voit ici, en comparant entre le placebo et le traitement, vous avez une réduction qui est de la capacité vitale forcée qui est moins importante par rapport au placebo. Et par contre, en faisant cette même analyse de sous-groupe, on n'arrive pas à identifier des fois un effet sur l'ensemble de ces variables quant à la perfenidone, et ceci peut être expliqué parce que la taille de l'échantillonnage était très faible dans les groupes et qu'il faut des cohortes beaucoup plus intéressantes pour pouvoir apporter des conclusions justes. Et en termes de survie, le profil des patients qui recevaient de la perfenidone était aussi meilleur par rapport au placebo. Donc, si on veut faire une synthèse pour essayer de statuer sur l'approche ou le management de ces pneumopathies interstitielles diffuses, on voit que les étiologies sont assez importantes, donc d'où l'intérêt de les discuter en DMD. Donc, soit qu'on retrouve la fibrose pulmonaire idiopathique, et là, c'est le traitement antifibrosant. Dans notre contexte, c'est le nintédanib qui est disponible au Maroc et qui a l'AMM dans cette étiologie. Soit on a des formes inclassables de la PINS, pneumopathie d'hypersensibilité, là il faut considérer l'éviction antigénique, la sarcoïdose et les pneumopathies interstitielles diffuses associées aux connectivites. Et là il faut considérer un traitement immunomodulateur dans un premier temps, c'est surtout la corticothérapie qui peut être associée à différents immunosuppresseurs ou à une biothérapie en fonction de l'étiologie.
Et c'est des patients qu'il faudrait bien sûr suivre en revenant sur les critères sur lesquels on va assurer ce suivi-là que je viens de présenter. Et c'est là on va considérer est-ce que la maladie elle reste stable, est-ce qu'il y a une amélioration ou il y a plutôt une progression. Et c'est à ce moment-là il faudra considérer le traitement antifibrosant. Et là encore, le lintédanib est le seul antifibrosant qui a l'AMM au Maroc dans cette indication. Ceci étant associé également au traitement non pharmacologique quand il est nécessaire, à savoir la supplémentation en oxygène, le support psychologique, l'arrêt du tabac et la réhabilitation respiratoire. Donc pour conclure, je dirais encore une fois, et j'insisterai sur le fait que la discussion multidisciplinaire est une étape incontournable dans le diagnostic et le traitement des pneumopathies interstitielles diffuses, que des fibroses pulmonaires en dehors de la fibrose pulmonaire idiopathique peuvent progresser malgré un traitement conventionnel, soit une corticothérapie et ou des immunosuppresseurs avec un pourcentage variable. En moyenne, on retrouve une progression de 25%. Le traitement antifibrosant ralentit le déclin fonctionnel des fibroses progressives. Et cette décision de traitement individualisé, là encore, doit être discutée en DMD en tenant compte d'une période d'observation sous traitement de la maladie sous-jacente. Et je vous remercie. Merci, professeur Amro, de cet exposé. Je te remercie doublement d'avoir exposé avec brio le travail qu'on a fait pendant une année. C'était très bien. Le deuxième, je te remercie d'avoir créé ce DMT, bien sûr avec l'appui et la collaboration de notre ami Sezdine Mohammadi, et c'était vraiment quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Merci beaucoup vraiment d'avoir créé ce DMT de PID. Juste pour rappeler, ça fait exactement une année qu'on a commencé, et c'est grâce au professeur Amro, bien sûr, et Sezdine qu'on a créé ce DMT. Et les réunions se déroulent au CHU de Mohamed VI, dans le service de radiologie. Et dans ces réunions, il y a bien sûr les pneumos de tous les secteurs, hospitaliers et libéral. Il y a bien sûr les radiologues, il y a le professeur Louali et le professeur Idrissi, ce sont des radiologues du CHU. Et il y a les internistes, il y a notre ami le professeur Hada qui est là, on le salue, on le remercie. Et bien sûr, il y a Mme Sadeni, qui est le chef de service de médecine interne. Et il y a l'ANAPAT, le professeur Rice. Je crois que je n'ai pas oublié d'autres personnes. Et on s'est réunis le dernier mercredi de chaque mois. Donc la prochaine réunion, c'est ce mois-ci, je crois c'est le 26 ou le 24. Et donc ça passe dans une ambiance vraiment extraordinaire. Et l'apport de chacun, il est vraiment bénéfique pour tout le monde. Donc on arrive avec un diagnostic et sur place. Il est souvent, finalement, réajusté, et c'est dans l'intérêt de tout le monde, l'intérêt, bien sûr, de notre formation continue, et c'est dans l'intérêt du malade. Et donc, merci encore une fois, et on va continuer la discussion. Bien sûr, il y aura des questions. Je vois, c'est Mme Alem Bouchra. Oui. Merci Madame Amro, bien sûr, pour votre excellente présentation. J'avais deux petites remarques. Heureusement qu'on fait ces DMD, et ça se passe très très bien, comme a dit Si Jamali, et sur tous les plans. Je voulais savoir que maintenant, quand on a une fibrose pulmonaire confirmée, est-ce qu'on peut, qu'elle soit PID, idiopathique ou d'autres origines, connectivité ou autre, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de voir si on peut commencer rapidement l'antifibrosant, plus rapidement que ce qu'on pensait avant? Première question. Et deuxième question, j'ai eu une malade qui a fait une pneumopathie fibrosante catastrophique au Covid, avec l'oxygène domicile. Au départ, elle était même sous VNI et tout. Et progressivement, elle s'améliorait plus ou moins, avec beaucoup de compensations respiratoires. Elle a été sur Casa, on l'a mise sous OFEV, en sachant qu'il n'y a pas l'AMM pour l'OFEV dans les pneumopathies fibrosantes au Covid. Elle s'est très très nettement améliorée. Donc là, elle essaie de l'amener de l'Inde et ainsi de suite, parce qu'elle a sa CNOPS, mais elle n'est pas, remboursée. Est-ce qu'avec nos DMD, est-ce qu'on peut changer les choses? C'est-à-dire que si, justement,
par rapport au Covid, et on en voit maintenant de plus en plus avec ça fait maintenant 2 ans que le Covid est plus ou moins passé. Maintenant, on voit les pneumopathies fibrosantes suite au Covid. Est-ce que, avec ces cas, si on multiplie les cas comme ça avec nos témoignages et tout, est-ce que la CNOPS, parce que c'est un problème financier en fait qui bloque de mettre ces malades sous OFEV, est-ce qu'on peut changer les choses? Merci. Merci Madame Alemi. Oui, en fait, de l'intérêt des DMD, justement, hein, c'est de discuter. Et d'ailleurs, même sur la progression, les critères, ils ont changé. Il n'y avait pas cette évolution qu'on jugeait à 24 mois et là, actuellement sur 12 mois. Et oui, bien sûr, donc l'intérêt, c'est d'instaurer le traitement antifibrosant, bien sûr en considérant le traitement de l'étiologie sous-jacente. Là, l'AMM, elle est présente et l'indication y est. Maintenant, quant à la fibrose des patients atteints de Covid, donc c'est vrai que des fois dans l'historique, on ne connaît pas l'atteinte préalable des patients. Est-ce que les lésions de fibrose existaient avant le Covid ou pas? Et ça, c'est effectivement au AMM. Et l'intérêt de nos réunions, effectivement, on peut avoir des changements. D'ailleurs, même des patients chez nous, on avait indiqué l'OFEV. Il y avait un patient qui était présenté par Dr Mohamedi où il y a eu le remboursement avant même que l'AMM soit faite au Maroc sur le profil d'une pneumopathie interstitielle diffuse avec un phénotype progressif. Vous en souvenez, Dr Mohamedi, que vous avez même partagé avec nous Donc c'est possible, on peut changer, d'où l'intérêt de ces réunions, on peut changer, et ça c'est en fait un travail continu, on peut changer les indications, bien sûr, il faut que ça soit fondé sur des preuves. Merci pour ce tour d'horizon sur la pneumopathie interstitielle diffuse et pour l'expérience de Marrakech. Est-ce que vous avez eu des cas du syndrome d'emphysème des sommets et des fibroses des bases? Est-ce que vous avez aussi des cas de fibrose familiale? Puisqu'il paraît que la population maghrébine présente beaucoup plus de prédisposition à faire des PID familiales, des fibroses familiales. Et puis, en fait, la décision de la DMD n'est qu'une proposition qu'on fait au malade. Parfois, le malade peut refuser la décision. Est-ce qu'il y a eu donc cette idée de créer un réseau, en fait, web, comme en France, ils ont le Colibri PID, pour voir un petit peu, c'est une sorte de DMD de recours en cas où le médecin référent n'est pas d'accord, etc. Donc, est-ce qu'il y a cette possibilité? Donc, voilà la question. Merci, Dr Momoun. Oui, on a eu un patient, d'ailleurs, celui qui a été présenté je laisserai peut-être Dr Mohamedi répondre sur votre cas. D'ailleurs, c'était effectivement l'emphysème des sommets fibrose des bases. Et il a pu bénéficier du traitement antifibrosant alors qu'il avait, le dossier était refusé dans un premier temps par rapport à la NAM et puis au travail du DMD, l'indication a été reconduite et le patient a pu bénéficier du traitement. Maintenant, oui, c'est une étape, c'est une expérience qui est débutante, qu'on se félicite tous de la réussir parce que c'est un travail encore une fois multidisciplinaire et bien évidemment toute option qui pourrait améliorer la prise en charge des patients ne serait que bienvenue et je penserais même à la création d'associations des patients qui faciliterait encore une fois l'accès au traitement et donc ceci ne serait que bénéfique pour les malades et aussi le changement de la couverture, puisque l'ensemble des patients vont être sous couvert CNSS, donc probablement que l'accès au traitement devrait être moins difficile. Les cas familiaux? Les cas familiaux, j'ai eu effectivement 2 patients, mais qu'on n'avait pas présenté en DMD, c'était des anciens malades. Il y avait effectivement 3 frères qui étaient atteints de pneumopathie interstitielle diffuse. Un qui avait reçu le traitement par l'antifibrosant. L'enquête génétique n'a pas pu être faite, elle ne se fait pas effectivement au Maroc, mais ils ont pu être traités et on a pu également faire un diagnostic précoce d'un frère qui avait également le traitement, en fait, qui avait aussi une fibrose. C'est un patient qui est particulier, qui est même parti aux États-Unis, qui avait fait objet d'un essai clinique, des traitements sous forme inhalée de cellules souches. Donc, malheureusement, il a décédé ensuite au Covid. Oui, c'est Estime. Oui, moi aussi, j'ai trois frères que j'avais envoyés à Bruno Cristane dans le temps.
C'était bien sûr avant notre DMD. Moi, en fait, je tiens à remercier professeur Amro et son équipe qui nous honore aujourd'hui par leur présence, de leur effort énorme. Donc, moi, je ne vais rien ajouter par rapport à la DMD. Je vois qu'on est sur la bonne voie. Une petite remarque peut-être, c'est qu'une fois par mois, c'est insuffisant. D'ailleurs, on avait programmé une réunion fin septembre qu'on a reportée parce que le démarrage est toujours difficile après les vacances, sachant qu'on a travaillé tard jusqu'au mois de juillet. Juillet, voilà. Et moi, j'aimerais bien rendre un hommage à notre ami professeur Hida, qui est interniste et qui aime la pneumologie parce que sa femme est pneumologue. Je pense que c'est la raison. Et donc, il nous apporte beaucoup dans notre formation. Hier, il y avait une présentation qui parlait de l'intérêt d'examiner les pieds et les mains, parce qu'avec Sil Jamali, ils commencent toujours par l'examen des mains. Et c'est vrai, comme grand clinicien, il nous apporte beaucoup dans nos DMD. C'est tout ce que j'ai à dire, ce n'est pas une question. Je confirme totalement tout ce que tu dis en ce qui concerne notre ami le professeur Hda. C'est un très bon interniste et vraiment il nous aide énormément dans ce DMT. C'est vraiment très important d'avoir les trois orateurs qui sont passés. Ils disent que chacun dans son domaine et chacun apporte quelque chose à l'autre. C'est exactement la même chose que se passe dans ce DMT. C'est vraiment, on passe une soirée très très agréable et très riche et on apprend tous. Surtout la dernière soirée, si jamais lié. Ah oui, oui. Je ne l'oublierai pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore quelques minutes si vous avez des questions. Oui. Tout simplement, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes, mais c'est une expérience d'une année et je suis sûr que ça va continuer, ça va encore se développer, on va avoir encore beaucoup plus de malades. Moi, ce que je souhaite, parce qu'on a encore un petit problème dans le domaine libéral, dans le secteur libéral, c'est que pour faire vraiment ce bilan, qui est parfois lourd pour le malade, et donc aller faire le bilan complet avant de le présenter en DMT, ça nous pose énormément de problèmes. Ce que je souhaite, c'est que finalement, est-ce que pour des malades qui ne peuvent pas faire le bilan, est-ce qu'ils peuvent passer directement sans avoir le rendez-vous? C'est-à-dire fixer un jour, allez, disons un vendredi ou un mercredi, et je sais très bien que vous avez beaucoup vraiment de travaux. Le CHU, vraiment, il n'y a pas que les gens de Marrakech, les gens qui viennent d'autres villes. C'est vrai, il y a beaucoup de travail. On peut finalement intervenir là, pour vous aider à faire ces bilans dans ton service. Oui, c'est ce qu'on fait déjà, si jamais lié. C'est-à-dire que oui, on peut identifier un circuit patient. Pour ceux qui peuvent réaliser en privé, c'est bon. Pour les patients qui ne peuvent pas, on peut les recevoir. On peut consacrer une journée, effectivement, pour tout ce qui est pathologie interne. Voilà, c'est juste pour raccourcir les délais. Et on le prend, effectivement. Le rendez-vous, on fixe un jour et on un programme pour l'hospitalisation. Et ça, c'est vraiment, tu vas rendre énormément de service à beaucoup de malades. Oui, on peut faire ça. Bon, alors, merci beaucoup. Je donne le mot de conclusion à notre ami. Oui. Ah, pardon. Allez-y. Est-ce qu'en matière de prise en charge et de traitement pour vos patients, est-ce que vous n'avez jamais eu de problème pour l'acquisition de médicaments? Est-ce que les dossiers que vous avez présentés, vous n'avez pas eu de blocage au niveau de la NAM en particulier? Non, au contraire. Est-ce que tout le monde a bénéficié de son traitement? Quand on a porté l'indication effectivement privée, oui, il n'y avait pas eu de retour sur les dossiers de la NAM. Quand on fait, il faut juste que le compte rendu soit fait, que les signataires qui doit être signé, le compte rendu, le DMD, ça c'est important, et les différents arguments, et on n'a pas eu de retour au contraire. J'ouvre cette parenthèse parce que en matière de prise en charge, les critères ne sont pas totalement définis.
Et il y a beaucoup de dossiers qui nous ont été rejetés à l'échelon de Rabat, Salé. Et c'est dans cette optique-là que je pose cette question. Merci. Et peut-être revoir le compte rendu DMD, si les différents signataires, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un radiologue, un anatomopathologiste, pneumologue, c'est important. Et quelle est l'indication dans le cas de la fibrose pulmonaire idiopathique, l'AMM et l'L1? Avant le phénotype progressif, et malgré ça, dans notre réunion, il y avait un patient qui a eu le traitement, alors qu'avant même que l'AMM soit instaurée au Maroc. Donc on n'a pas eu de retour, non? C'est-à-dire de refus de l'ANAM sur non. Je voudrais juste rajouter qu'en matière de critères d'installation d'une DMD, les éléments ne sont pas totalement définis. J'ai pas compris les éléments. C'est-à-dire que la réglementation concernant l'installation d'une DMD, selon des critères précis, admis et conçus, ça n'existe pas. Et la question, au fait, revient à l'ANAM, selon sa manière de procéder à résoudre les dossiers qui lui parviennent. En fait, quand on a vu un dossier qui était refusé dans une autre ville, et le patient s'est déplacé jusqu'à Marrakech, et sur l'énoncé de l'ANAM, ils avaient exigé le compte-rendu DMD. Donc tout simplement, peut-être qu'il n'y avait pas de compte-rendu de DMD qui était envoyé à l'ANAM. Ce n'est pas uniquement le compte-rendu fait par le médecin traitant. Il faut que le médecin traitant, bien sûr, c'est lui qui va assurer le suivi, mais il faut que le comité DMD fasse aussi le compte-rendu. Et je ne pense pas, les patients ne sont pas refusés, en tout cas pour cette raison. Je vais rajouter qu'il y a un sursis, il y a un recours, un deuxième recours, et les mêmes dossiers qui ont été rejetés en première instance, non pas refaits, mais reconduits, ont finalement, dans quelques ans, été acceptés. Mais ça, c'est un problème purement administratif et qui reste, au fait, inexpliqué. Et c'est pour ça qu'on a demandé à avoir plus de critères. Moi, j'entends au niveau de la région Rabat-Salé, et on a voulu, donc, ensemble avec l'administration, résoudre le problème. Mais il semble que ce n'est pas le cas dans votre région. Mais en tous les cas, bien fait pour vous. Nous allons conclure. J'aimerais dire un grand bravo à l'équipe des pneumologues de Marrakech pour leur initiative de DMD qui ne peut souffler qu'un vent optimiste dans ces pathologies handicapantes et très difficiles, aussi bien pour les patients que pour les médecins. Et je voudrais remercier tout le comité de ce congrès, avec en tête le président Mohamedi, qui font de ce congrès du souffle une rencontre scientifique vraiment exemplaire. Et bon appétit tout le monde. Merci.